Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre podcast qui vous aide à apprendre le français de manière naturelle, agréable et surtout durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un épisode un peu spécial, sur un thème central dans l'apprentissage des langues. Comment habituer votre cerveau à penser en français? Et pour m'accompagner dans cette exploration passionnante, j'ai le plaisir d'être avec une invitée que vous connaissez peut-être déjà. Claire, coach en langue, passionnée de psychologie de l'apprentissage et créatrice de contenu sur l'apprentissage intuitif. Bonjour Claire. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici. C'est un sujet que j'adore et qui peut vraiment transformer la manière dont on apprend une langue. Alors Claire, pour commencer cet épisode en profondeur, on va parler d'un concept qui peut vraiment faire la différence dans l'apprentissage. Penser en français. Mais pourquoi c'est si important de s'habituer à penser dans cette langue? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. Penser en français, c'est bien plus qu'un simple exercice linguistique. C'est un changement de perspective. En fait, c'est ce qui permet à un apprenant de passer d'un apprentissage scolaire ou extérieur à une vraie appropriation de la langue. Quand tu penses dans une langue étrangère, tu ne te contentes plus de la comprendre ou de l'utiliser ponctuellement. Tu commences à la vivre. Tu veux dire que ce n'est pas juste une compétence de plus, c'est presque un changement de manière de fonctionner au niveau cognitif? Exactement. Tu vois, la majorité des apprenants fonctionnent d'abord comme des traducteurs internes. Ils entendent quelque chose en français, puis ils traduisent dans leur langue. Ou ils pensent dans leur langue maternelle et ils traduisent avant de parler. Ça demande beaucoup d'énergie, et c'est lent. Et c'est ce qui crée ce petit décalage entre la pensée et la parole, ce moment de doute, cette hésitation. Oui. Et ce décalage, il est souvent à l'origine de la peur de parler, du blocage. Parce que, au lieu de s'exprimer librement, on vérifie chaque mot dans sa tête, on corrige sa grammaire, on cherche le vocabulaire, et parfois, on abandonne. Mais si tu commences à penser directement en français, tu sautes cette étape. Tu t'exprimes plus naturellement, plus spontanément. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo sans les petites roues. Au début, c'est instable, mais une fois que tu tiens l'équilibre, tu vas plus loin et plus vite. J'adore cette image. Oui, c'est exactement ça. Et ce qui est magique, c'est que ton cerveau est prêt pour ça. Il est capable d'intégrer plusieurs systèmes linguistiques. Mais il faut l'y habituer. Il faut lui montrer qu'il peut penser autrement. Mais est-ce que tout le monde peut y arriver? Même quelqu'un qui débute? Oui, vraiment. On pense souvent que c'est réservé aux niveaux avancés, mais non. Même avec 50 mots, tu peux penser en français. Tu peux commencer à dire dans ta tête ⁇ Je mange ⁇ Il fait froid. Je suis fatigué. C'est simple, mais c'est puissant. L'important, c'est de commencer. Et tu dirais que c'est un peu comme un muscle? Plus on le travaille, plus il devient naturel? Oui, très bonne comparaison. Au début, tu te forces un peu, tu te poses la question ⁇ Comment je dirais ça en français ?⁇ Mais à force de répétition, de petites phrases quotidiennes, ton cerveau commence à penser automatiquement dans cette langue. Tu ouvres une porte et après, tu n'as plus besoin d'y penser. C'est devenu un réflexe. Et qu'est-ce que ça change pour un apprenant, au quotidien, de penser en français? Beaucoup de choses. Déjà, tu gagnes en confiance. Parce que tu n'attends plus de parler pour pratiquer. Tu pratiques tout le temps, dans ta tête. Ensuite, tu deviens plus rapide. Tes phrases sont plus fluides, tes mots viennent plus facilement. Et surtout, tu arrêtes de dépendre de ta langue maternelle. Tu construis ta propre pensée en français. Tu sais, ça me fait penser à une chose. Beaucoup d'apprenants me disent ⁇ Je comprends bien, mais je n'arrive pas à parler ⁇ Est-ce que le fait de penser en français peut être une solution à ça? Absolument. Parce qu'il y a souvent un fossé entre la compréhension passive et la production active. Tu comprends les films, les podcasts, les conversations. Mais quand il faut parler, tu bloques. Penser en français, c'est un pont entre ces deux mondes. Tu transformes ta compréhension en expression. C'est comme si tu passais de spectateur à acteur en fait. Oui. Tu n'attends plus que les autres parlent pour entendre du français. Tu n'attends plus un professeur ou un interlocuteur. Tu deviens autonome. Et ça, c'est très libérateur. Tu deviens acteur de ta langue. Et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer partout, tout le temps? Exactement. Tu peux penser en français dans la rue, en faisant la vaisselle, en marchant, dans le bus, dans ton lit. Même 2 minutes par jour, c'est déjà un entraînement. C'est gratuit, accessible et très efficace. Et tu penses que Tanny, que ça aide aussi au niveau de l'accent, de la prononciation? Oui, parce que quand tu penses en français, tu entends ta voix intérieure en français. Tu crées un lien sonore avec la langue. Et si tu combines ça avec un peu de shadowing, c'est-à-dire répéter à voix haute ce que tu entends, alors là, c'est encore plus puissant. Tu entres dans le rythme naturel du français. C'est vraiment fascinant tout ça. Donc pour résumer, penser en français, ça te rend plus fluide, plus autonome, plus confiant et plus rapide. C'est ça? Oui,
Tu résumes parfaitement. Et j'ajouterais que c'est aussi une façon d'aimer la langue. Quand tu penses dans une langue étrangère, tu t'ouvres à une autre culture, à d'autres façons de voir le monde. Tu changes un peu ta manière d'être. Waouh! Ça va au-delà de la langue, en fait. C'est une transformation intérieure. Oui. Et c'est ça pour moi la vraie magie des langues. Alors maintenant, Claire et Kissing, on comprend bien pourquoi penser en français est si bénéfique. Mais dans la réalité, beaucoup d'apprenants trouvent ça difficile. Ils veulent quoi s'ils veulent le faire, mais n'y arrivent pas. Pourquoi c'est si compliqué de penser dans une langue étrangère? C'est une excellente question, Thomas. En fait, ce n'est pas qu'on n'a pas la capacité de penser dans une autre langue. C'est plutôt que notre cerveau résiste au changement. Il faut se rappeler que notre cerveau est programmé pour aller au plus simple, au plus rapide, au plus familier. Et dans la majorité des cas, notre langue maternelle, c'est notre zone de confort. Donc c'est un réflexe naturel. Le cerveau revient toujours à ce qu'il connaît. Exactement. Il faut imaginer la langue maternelle comme une autoroute neuronale. Les connexions sont rapides, faciles, automatiques. Et la langue étrangère, c'est un petit sentier de campagne qu'on doit encore tracer. Penser dans une autre langue, ça demande de créer de nouvelles connexions, de nouveaux automatismes. Et ça prend un peu de temps et d'effort. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que c'est normal de se sentir bloqué? Que c'est même prévisible? Oui, totalement. Se sentir bloqué, frustré ou lent au début, c'est une étape naturelle du processus. Ce n'est pas un échec. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, les gestes sont maladroits. Mais avec la répétition, tout devient plus fluide. Et selon toi, quels sont les blocages les plus fréquents que rencontrent les apprenants quand ils essaient de penser en français? Il y en a plusieurs, mais je dirais qu'on peut en distinguer 5 principaux. Le premier, c'est le blocage de la peur de se tromper. Beaucoup se disent « et si je pense mal ?» Si je fais une faute dans ma tête, si ce n'est pas la bonne phrase. Et cette peur bloque complètement l'élan naturel de penser. C'est drôle, parce que dans notre tête, on devrait se sentir libre. On n'a pas de public, personne ne nous écoute, et pourtant on a peur. C'est vrai. Et cette peur vient souvent de l'école, où on nous a appris à chercher la bonne réponse, à éviter l'erreur. Mais dans l'apprentissage des langues, l'erreur n'est pas un problème. C'est un moteur. D'accord. Et le deuxième blocage? C'est le perfectionnisme. Celui-là est très lié au premier. On veut penser en français, mais avec des phrases parfaites, une grammaire parfaite, un vocabulaire riche. Et du coup, on n'ose pas. Ou on reste bloqué sur une phrase pendant 5 minutes. Je vois très bien, c'est comme vouloir courir un marathon alors qu'on n'a jamais couru 1 kilomètre. Exactement. Il faut commencer avec des phrases simples, même enfantines. Ce n'est pas grave si c'est basique. Ce qui compte, c'est la régularité. Un apprenant qui pense tous les jours en phrases simples progressera bien plus vite qu'un autre qui attend d'avoir un vocabulaire parfait. Et le troisième blocage? La traduction constante. Beaucoup d'apprenants pensent d'abord dans leur langue, puis essaient de traduire en français. Et parfois, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas traduire exactement, ou que la structure est trop différente. Alors ils abandonnent. Oui, cette tentation de tout traduire est très forte. Mais c'est aussi ce qui ralentit tout. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'encourage souvent à penser en images, en émotions, en actions. Par exemple, si tu es en train de boire un café, au lieu de te dire dans ta langue « je bois un café » et le traduire, pense simplement en français « je bois un café ». Visualise-le, ressens-le. C'est une façon plus sensorielle, plus directe de penser. Oui, plus intuitive. C'est comme ça que les enfants apprennent. Ils associent les mots aux situations, aux objets, pas à une traduction. Tu disais qu'il y avait 5 blocages. Quel est le quatrième? Le manque d'exposition. Si tu n'écoutes jamais de français, si tu ne lis jamais en français, si ton environnement est 100% dans ta langue, ton cerveau n'a pas assez de matière pour penser en français. Il n'a pas de référence. Donc penser en français, ça commence aussi par vivre un peu en français. Oui. Si tu veux penser en français, il faut d'abord entendre du français, lire du français, voir du français. Même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau absorbe. Et le dernier blocage? Le manque de patience. Beaucoup abandonnent trop vite. Ils essaient une fois, 2 fois, et comme c'est difficile, ils disent « ce n'est pas pour moi ». Mais en réalité, c'est comme tout apprentissage profond. Il faut du temps. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir des résultats immédiats. Surtout aujourd'hui. Oui, mais penser dans une autre langue, c'est comme construire une nouvelle manière d'habiter le monde. C'est un processus. Et chaque petite étape compte. Même 30 secondes de pensée en français par jour, c'est déjà une victoire. C'est très rassurant ce que tu dis. Parce que souvent on se juge trop sévèrement. On pense qu'on n'a pas le niveau, qu'on n'a pas de talent. Alors qu'en fait, il faut juste créer des conditions favorables. Il faut de la bienveillance envers soi-même, un peu d'habitude et surtout, accepter d'être imparfait. C'est comme apprendre à parler quand on est né bébé. On ne commence pas avec Victor Hugo.
On commence avec maman, eau, encore. C'est une belle image. Et c'est exactement ça. Penser en français, c'est réapprendre à parler comme un enfant. Et c'est beau, parce que ça reconnecte à une forme de simplicité. Merci Claire pour cette partie. C'est important de comprendre que les blocages sont normaux, naturels, et surtout qu'on peut les dépasser. Et dans la prochaine partie, tu vas justement nous donner des techniques concrètes pour commencer, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parce que comprendre les blocages, c'est une chose. Mais les dépasser, ça demande aussi de l'action. Et je vais vous proposer des premières étapes très simples pour commencer à penser en français dès aujourd'hui. Bon Claire, on a bien compris pourquoi c'est important de penser en français, et quels sont les blocages qui peuvent te freiner cet objectif. Maintenant, j'imagine que nos apprenants se demandent, mais concrètement, je commence comment? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour commencer à penser en français? Très bonne question. Et bonne nouvelle, on peut commencer tout de suite, même avec un petit niveau. Il ne faut pas attendre d'être avancé pour commencer à penser en français. En fait, penser en français, c'est ce qui va te faire progresser. C'est une pratique simple, mais qui devient puissante quand on la répète tous les jours. Donc c'est possible même avec un niveau débutant? Oui, même si tu connais seulement 50 ou 100 mots, tu peux déjà t'entraîner. Et je vais te donner plusieurs idées d'exercices simples à mettre en place. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'habituer ton cerveau à fonctionner dans cette nouvelle langue. Alors, première technique. Les mini-messages dans ta tête. Tu choisis un moment dans la journée, par exemple le matin quand tu te lèves, et tu essaies de décrire ce que tu fais en français. Par exemple, je me lève. Il fait froid. Je bois un café. Je suis encore un peu fatigué. C'est très simple, mais très efficace. Donc on parle dans sa tête, comme si on racontait la journée, mais en français? Exactement. Et plus tu le fais, plus ça devient fluide. Au début, tu chercheras peut-être les mots, mais au bout de quelques jours ou semaines, ça devient naturel. Ton cerveau commence à automatiser. Tu vas te surprendre à penser en français sans même y penser. Et si on ne connaît pas les mots pour certaines choses, on fait comment? On s'arrête? Non, justement. C'est important de ne pas se bloquer. Tu peux faire une pause ou bien contourner. Par exemple, tu ne sais pas dire brosse à dents. Tu peux dire je prends l'objet pour les dents. C'est imparfait, mais tu restes dans la langue. Et ensuite, si tu as le temps, tu peux vérifier le mot plus tard. C'est une occasion d'apprendre. Oui, j'imagine que c'est une super manière de repérer ces trous de vocabulaire de manière naturelle. Exactement. Deuxième technique que j'adore, le journal mental en français. À la fin de la journée, tu peux penser à ce que tu as fait, comme si tu écrivais un petit journal, mais dans ta tête. Par exemple, ce matin, j'ai pris le bus. Il y avait beaucoup de monde. J'ai écouté un podcast. À midi, j'ai mangé avec un collègue. J'aime beaucoup ça. C'est une manière de se connecter à ses émotions, à ses souvenirs, tout en pratiquant la langue. Oui, et ça rend la langue vivante. Tu n'apprends pas juste des phrases théoriques. Tu parles de toi, de ta vraie vie. C'est très puissant pour créer un lien personnel avec le français. Tu as parlé de parler dans sa tête. Mais est-ce que c'est utile de parler à voix haute aussi? Absolument. C'est même encore mieux. Si tu peux, essaie de parler à voix haute quand tu es seul. Par exemple, tu fais la cuisine. Parle de ce que tu fais. Je coupe les légumes. Je fais bouillir l'eau. Je prépare une soupe. Ça entraîne la prononciation, la fluidité, et ça muscle ta mémoire auditive. Donc c'est un peu comme si on se parlait à soi-même, mais en français? Oui, exactement. Et tu verras, c'est très amusant. Tu peux même imaginer que tu expliques à quelqu'un ce que tu fais, comme si tu étais dans une émission de cuisine à la télé. Ça rend l'exercice plus vivant. C'est une idée géniale. Est-ce que tu as d'autres astuces simples pour ceux qui veulent s'y mettre tout de suite? Oui. Une autre astuce, c'est le jeu du mot ou de la phrase du jour. Chaque matin, tu choisis un mot ou une phrase et tu essaies de l'utiliser dans ta tête plusieurs fois dans la journée. Par exemple, si le mot du jour c'est heureux, tu peux penser je suis heureux aujourd'hui. Ce café me rend heureux. Quand je parle français, je suis heureux. C'est une manière ludique d'enrichir ton vocabulaire tout en pensant en français. Et j'imagine que ça permet aussi de mieux retenir les mots, parce qu'on les utilise activement. Exactement. C'est beaucoup plus efficace que de simplement lire une liste de vocabulaire. Là, tu crées un lien émotionnel, personnel avec le mot. Et ton cerveau le retient bien mieux. Est-ce qu'on peut aussi utiliser des images ou des objets pour stimuler cette pensée en français? Oui, très bonne idée. Tu peux faire ce que j'appelle l'étiquetage mental. Tu regardes autour de toi et tu nommes les choses en français dans ta tête. Une chaise, une table, une fenêtre, un ordinateur. Et si tu ne sais pas, tu notes la chose et tu cherches le mot plus tard. C'est comme transformer son environnement en salle de classe. Exactement. Et ce qui est encore mieux, c'est d'associer des actions aux objets. Par exemple, je prends le stylo. Je ferme la porte.
Je lis un livre. Ça rend la langue dynamique. Tu ne mémorises pas seulement les mots, tu les vis. Et pour les personnes qui manquent d'âge et de temps, est-ce que 5 minutes par jour peuvent suffire? Oh oui, même 2 ou 3 minutes, c'est déjà bien. Ce qui compte, c'est la régularité. Tu peux penser en français dans le bus, dans la douche, en marchant, en t'habillant. Tous ces petits moments où ton esprit vagabonde, tu peux les utiliser. C'est gratuit, discret et très efficace. Donc on peut intégrer ça facilement dans son quotidien, sans avoir besoin de changer toute sa routine. Exactement. Et plus tu le fais, plus ton cerveau crée ces nouvelles autoroutes mentales. Penser en français devient naturel, automatique. Et petit à petit, tu développes cette fameuse voix intérieure en français. C'est une voix qui te parle, qui t'encourage, qui t'aide à vivre en français dans ta tête. Oui, une voix qui devient ton ami, ton guide. Et au bout d'un moment, tu remarqueras quelque chose de très beau. Tu ne traduis plus. Tu ressens, tu comprends, tu exprimes directement en français. Merci Claire, c'est hyper motivant. On a envie de commencer tout de suite. Dans la prochaine partie, tu vas nous parler des exercices quotidiens pour renforcer cette habitude, c'est bien ça? Oui, exactement. On va voir comment structurer une mini-routine quotidienne de pensée en français avec des activités concrètes, simples et très efficaces. Claire, dans la dernière partie, tu nous as partagé des idées simples pour commencer à penser en français au quotidien. Et tu nous disais qu'on pouvait aller encore plus loin en créant une vraie routine. Alors justement, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous aider à mettre en place des exercices réguliers pour faire de la pensée en français une habitude? Oui, bien sûr, Thomas. L'idée, c'est de ne pas se reposer uniquement sur la motivation. Parce qu'elle varie. Un jour on est à motivé, un autre jour non. Ce qu'il faut, c'est installer une routine, quelque chose de simple, répétitif, qui entre naturellement dans notre vie. Et c'est là que le progrès devient visible. Donc il faut ritualiser un peu cette habitude, comme se brosser les dents? Exactement. Penser en français, ça peut devenir une habitude quotidienne, naturelle, comme boire son café ou vérifier son téléphone. Et pour ça, je propose souvent une routine en 3 temps. Le matin, pendant la journée et le soir. Tu veux que je détaille? Avec plaisir. Parfait. Alors, première étape, le matin. C'est le moment idéal pour préparer ton cerveau. Tu peux prendre 2 à 5 minutes pour te dire bonjour en français. Tu te réveilles, tu t'étires et tu penses des phrases simples. Bonjour. Comment je me sens ce matin? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et même si tu es encore dans ton lit, tu peux déjà imaginer ta journée. Aujourd'hui, je vais au travail. Je vais manger une salade à midi. Ce soir, je regarde une série. Donc on pose le décor de la journée, un peu comme une petite visualisation, mais en français? C'est exactement ça. Et tu peux en faire un petit rituel amusant. Tu parles à toi-même dans le miroir, tu te brosses les dents en pensant à ta journée. Ce qui compte, c'est de déclencher la voix française dès le matin. Ça donne le ton de la journée, j'imagine. Oui, c'est une façon de passer ton cerveau en mode français. Ensuite, deuxième étape, pendant la journée. C'est là qu'on va intégrer de petites pensées en français dans les actions du quotidien. Pas besoin de bloquer du temps, il s'agit de sauter sur les moments disponibles. Par exemple, tu marches dans la rue, tu observes et tu penses « il y a du vent aujourd'hui ». Cette femme porte une robe rouge, je vais acheter du pain. Tu es dans le métro, tu regardes autour de toi et tu penses « il y a beaucoup de monde ». Ce monsieur lit un journal. J'ai oublié mon parapluie. On utilise ce qu'on voit, ce qu'on vit, comme support pour pratiquer. Oui, et même si c'est juste 30 secondes ici, 1 minute là, à la fin de la journée, ça fait plusieurs minutes de pensée active en français. C'est un entraînement léger, mais régulier. Et c'est ça qui construit l'automatisme. Et si on oublie de le faire dans la journée? Ce n'est pas grave. L'important, c'est de rester flexible et bienveillant. Et c'est là que la troisième étape entre en jeu. Le soir. Avant de dormir, ou quand tu es tranquille chez toi, tu fais un mini bilan mental en français. Tu repenses libre à ta journée. Ce matin, j'ai bu un café. J'ai eu une réunion avec mon chef. À midi, j'ai mangé des pâtes. Ce soir, je suis un peu fatiguée, mais content. C'est comme un petit journal intime dans la tête? Exactement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux même l'écrire. Ça ne prend que 5 minutes. Et c'est un excellent exercice pour consolider le vocabulaire et la structure des phrases. Donc si je résume, on a 3 moments clés. Le matin pour démarrer, pendant la journée pour renforcer, et le soir pour réviser et ancrer. C'est exactement ça. Et on peut compléter cette routine avec d'autres exercices plus ciblés. Par exemple, l'un de mes préférés, c'est le monologue de 2 minutes. C'est quoi ça? Tu te donnes un sujet très simple, comme ma routine du matin ou mon plat préféré, et tu essaies de parler à voix haute en français pendant 2 minutes. Même si tu fais des fautes, même si tu répètes, tu continues. Tu ne t'arrêtes pas. C'est un super exercice pour la fluidité, non? Oui,
C'est idéal pour débloquer la parole intérieure. Et au bout de quelques jours, tu verras, tu gagnes en confiance, tu cherches moins tes mots, tu commences à structurer naturellement tes phrases. Et est-ce que tu conseilles aussi d'enregistrer ces monologues? Oui, c'est très utile. Tu peux t'écouter et repérer ce que tu veux améliorer. Mais surtout, tu vas voir ta progression. Le premier jour, tu hésites beaucoup. Le 10e jour, tu es déjà plus fluide. Et ça motive énormément. Claire, j'adore la simplicité de ta méthode. On sent que ce sont des petits gestes du quotidien, mais qui, mis ensemble, créent une vraie dynamique. C'est exactement l'objectif. On ne cherche pas la perfection. On cherche la constance, l'habitude, la connexion quotidienne avec le français. Et petit à petit, ton cerveau commence à penser automatiquement dans cette langue. Et pour les personnes qui sont très visuelles, est-ce qu'on peut intégrer des images ou des supports visuels dans cette routine? Oui, bien sûr. Tu peux utiliser des flashcards, des petites affiches dans ta maison, ou même coller des post-it sur les objets avec leur nom en français. Par exemple, le frigo, la porte, la lampe. Et tu les regardes régulièrement en les répétant dans ta tête. J'ouvre le frigo, je ferme la porte, j'allume la lampe. Petit à petit, ces mots deviennent automatiques. Et j'imagine que ça aide aussi à penser en contexte, à associer des mots à des actions réelles. Exactement. Le cerveau adore ça. Il retient mieux les mots associés à une action, à une image, à une émotion. C'est pourquoi je recommande aussi les vidéos, les séries, les podcasts en français. Même 5 minutes par jour. Ça stimule ton cerveau et t'aide à créer un environnement mental francophone. Claire, je suis sûr que nos apprenants ont déjà envie de tester tous ces exercices. Et dans la prochaine partie, tu vas justement nous aider à intégrer tout ça dans leur mode de vie, même s'ils sont très occupés. Oui, c'est souvent le grand défi. Trouver du temps. Mais on va voir ensemble qu'avec un peu de stratégie, penser en français peut devenir un réflexe, même dans un emploi du temps chargé. Claire, on arrive à un moment important de notre podcast. Beaucoup de personnes nous écoutent et se disent Ali, sûrement, tout ça a l'air super. Mais moi, j'ai un travail, une famille, des obligations. Je n'ai pas le temps. Alors dis-moi, est-ce qu'on peut vraiment habituer son cerveau à penser en français sans changer toute sa vie? Oui, 1000 fois oui, Thomas. Et tu sais quoi? C'est même le secret du succès, ne pas essayer de tout changer. Penser en français, ce n'est pas une activité en plus. C'est un réflexe à insérer dans ce que tu fais déjà. Et ça peut se faire en douceur, sans stress, sans pression. Donc tu veux dire qu'on peut le faire sans consacrer 1 heure par jour à étudier? Absolument. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais de transformer un peu le temps qu'on a déjà. Je vais te donner quelques exemples concrets de comment on peut intégrer le français dans un quotidien déjà chargé. Parfait, on t'écoute. Premier exemple très simple, les routines automatiques. On a tous des moments de la journée où notre corps est occupé, mais notre esprit est libre. Par exemple, quand tu fais la vaisselle, quand tu marches jusqu'à l'arrêt de bus, quand tu ranges, quand tu fais du sport. Ce sont des moments parfaits pour écouter du français ou penser en français. Pas besoin de matériel, pas besoin d'être assis à un bureau. C'est ce que tu appelles des moments invisibles? Oui, des moments où tu peux glisser un peu de français dans ton esprit, sans même le remarquer. Tu peux écouter un podcast pendant que tu cuisines, tu peux décrire mentalement ce que tu fais quand tu plies ton linge, et tu peux même te parler à voix haute en français dans ta voiture. Et pour ceux qui disent « je suis trop fatigué en rentrant du travail », Alors justement, c'est dans ces moments-là qu'on doit être gentil avec soi-même. On ne va pas faire une dictée à 20 heures après une journée difficile. Par contre, tu peux faire une activité douce et agréable. Regarder une vidéo simple en français, lire une BD, ou juste penser à ta journée en quelques phrases faciles. Je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de travail. Mais je suis content. J'ai bien mangé. Maintenant, je me repose. C'est déjà ça. Même 1 minute, c'est utile. donc ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la régularité. Exactement. Mieux vaut 3 minutes par jour tous les jours que 2 heures une fois par mois. Le cerveau adore les petites répétitions. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Tu progresses grâce à la fréquence, pas à la durée. Et si on a une vie très rythmée avec des enfants, des trajets, un boulot prenant, est-ce que tu as des stratégies pour que ça rentre dans ce rythme sans ajouter de charge mentale? Oui, plusieurs. Voici une petite liste de stratégies invisibles. Changer la langue de ton téléphone ou de certaines applis en français. Même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau s'habitue. Écouter 5 minutes de français pendant que tu fais autre chose. La douche, le café, les transports. Utiliser des pense-bêtes visuelles. Post-it sur ton frigo avec des phrases ou fond d'écran avec du vocabulaire. Créer des rituels en famille, si tu as des enfants, dire un mot en français chaque matin ou avant de manger. Utiliser les réseaux sociaux intelligemment. Abonne-toi à des comptes en français. Quand tu scrolles, tu vois du français.
Tu t'exposes sans effort. C'est excellent, Claire. On n'y pense pas toujours, mais on peut hacker son quotidien pour baigner un peu plus dans la langue. Exactement. Et tu sais quoi? C'est même amusant. C'est comme un petit jeu. Comment je peux glisser un peu de français dans ce que je fais déjà? Tu prends une habitude existante et tu l'associes à une mini-activité en français. Tu peux donner un exemple concret de ça? Oui. Par exemple, chaque matin, tu bois un café. Et si tu associais ce moment au fait de dire 3 phrases en français? Exemple. Je suis content, j'aime ce café. Il fait beau aujourd'hui. C'est rapide, mais ton cerveau associe maintenant café et pensée en français. Et chaque jour, tu renforces ce lien. Ça devient automatique. C'est un peu comme créer des points d'entrée dans la SIO, dans la journée pour activer le mode français? Oui, c'est exactement ça. Et plus tu répètes ces points d'entrée, plus ton cerveau les reconnaît. Il se dit: Ah, c'est l'heure du café? C'est aussi l'heure de penser en français. Et là, le processus devient naturel. Et si quelqu'un est vraiment débordé, genre 0 minute à consacrer, est-ce qu'il y a une astuce ultime? Alors dans ce cas, je donne ce que j'appelle l'exercice de survie. Chaque jour, même dans les pires journées, pense à une phrase en français. Juste une. C'est tout. Ça peut être: Je suis fatigué. Il fait froid. Je veux dormir. Tu t'arrêtes là. Mais tu n'as pas rompu le lien. Tu es toujours connecté au français. Et souvent, quand tu fais une phrase, tu en fais 2, puis 3. Et voilà. C'est vraiment une manière de garder le contact avec la langue, même dans les jours compliqués. Oui, il ne faut pas viser la perfection. Il faut viser la continuité. C'est ça qui forme les automatismes, qui change la manière de penser. Merci Claire, tu nous montres qu'on peut tous y arriver, même avec une vie très chargée. Et je crois que dans la prochaine partie, tu vas nous expliquer comment savoir si on progresse vraiment. Oui, c'est une étape importante. Comment savoir si ton cerveau commence vraiment à penser en français? Quels sont les signes? Quelles sont les erreurs à éviter? On en parle tout de suite après. Claire, dans les dernières parties, tu nous as montré qu'on peut intégrer le français dans notre quotidien, même avec un emploi du temps bien rempli. Mais maintenant, une question qu'on se pose tous. Comment savoir si on progresse vraiment? Parce que parfois, on a l'impression de stagner, de ne pas avancer. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne question, Thomas. Et tu sais quoi? C'est normal de se poser cette question, parce que les progrès en langue sont souvent invisibles au début. Ce n'est pas comme aller à la salle de sport, où tu vois tes muscles grandir. Le cerveau, lui, travaille en silence. Et parfois, il nous semble qu'on n'avance pas, alors qu'en réalité, on avance beaucoup. Donc il y aurait des signes de progrès qu'on ne remarque pas forcément tout de suite? Exactement. Et je vais te donner plusieurs signes concrets qui montrent que ton cerveau commence à penser en français, même si tu n'as pas encore l'impression de parler couramment. On t'écoute. Premier signe, tu comprends de plus en plus sans traduire. Avant, quand tu entendais une phrase comme «Je vais au marché», tu devais la traduire en ta langue. Maintenant, tu la comprends directement, sans passer par ta langue maternelle. C'est un signe très fort. Ton cerveau pense en français, sans passer par une étape intermédiaire. Oui, c'est comme si la phrase devenait naturelle, instinctive. Exactement. Deuxième signe, les mots français apparaissent dans ta tête spontanément. Par exemple, tu veux dire merci à quelqu'un et sans réfléchir, c'est merci qui sort. Ou bien tu penses il fait beau aujourd'hui, naturellement, sans effort. C'est un moment magique et beaucoup d'apprenants ne le remarquent même pas. Donc on pense déjà un peu en français sans s'en rendre compte. Oui. Troisième signe, tu remarques les erreurs dans les contenus que tu consommes. Par exemple, tu regardes une série et tu entends une faute ou une phrase bizarre et tu te dis tiens, ce n'est pas très naturel ça. C'est la preuve que ton oreille s'est habituée au français correct. Et ça, c'est rassurant parce que souvent on se juge sur la parole. Mais tu nous montres que la compréhension et l'instinct sont aussi des indicateurs très puissants. Exactement. Le progrès ne se limite pas à parler. Il se voit aussi dans ta capacité à penser, à comprendre, à corriger. Et un autre signe, peut-être moins agréable, c'est celui-là. Tu deviens frustré quand tu ne trouves pas un mot. Pourquoi c'est un bon signe? Parce que ça montre que tu veux t'exprimer en français. Tu n'es plus satisfait de rester silencieux. Ton cerveau cherche activement à parler la langue, même s'il ne trouve pas encore tous les mots. Cette frustration, elle vient d'un désir réel de communiquer. Et ça, c'est très positif. C'est un peu comme une douleur de croissance? Oui, très belle image. C'est le signe que tu grandis dans la langue. Mais du coup, est-ce qu'il y a aussi des pièges à éviter quand on évalue ses progrès? Oh oui, il y en a plusieurs. Et le premier, c'est de se comparer aux autres. Tu regardes une vidéo d'un autre apprenant qui parle super bien et tu te dis « je suis nul ». Mais ce que tu ne vois pas, c'est depuis combien de temps cette personne pratique, combien d'heures elle consacre, ou si elle vit en France. Donc chaque parcours est différent. Exactement. Et puis il y a des gens qui parlent beaucoup mais font beaucoup de fautes, d'autres qui parlent peu mais très juste.
Il ne faut pas juger seulement sur l'apparence. Il faut voir ta propre évolution. Est-ce que tu comprends plus qu'avant? Est-ce que tu es plus à l'aise? Est-ce que tu prends plus de plaisir? Ce sont ça, les bons critères. Et un autre piège? Oui, croire que si tu ne parles pas parfaitement, tu n'as pas progressé. C'est faux. Parler parfaitement, c'est un objectif très lointain, même pour les natifs. Ce qui compte, c'est: est-ce que je peux me faire comprendre? Est-ce que je peux suivre une conversation? Est-ce que je pense parfois en français sans effort? Ce sont des étapes importantes, même si tu fais encore des fautes. Donc on peut progresser sans que ce soit visible à l'extérieur? Exactement. Le progrès commence à l'intérieur, dans ta tête, dans ta compréhension, dans ton envie. Et c'est ce progrès-là qu'il faut cultiver. Parce que c'est lui qui prépare le terrain pour la fluidité. Est-ce que tu as des idées pour aider les gens à visualiser leur progrès? Oui, je conseille souvent de tenir un journal de bord, même très simple. Chaque semaine, tu notes une phrase. Aujourd'hui, j'ai compris une vidéo sans sous-titres. J'ai parlé avec une collègue pendant 2 minutes. J'ai pensé en français pendant mon trajet. Ces petites victoires, tu les oublies vite si tu ne les notes pas. Mais quand tu les relis, tu te rends compte de ton évolution. C'est motivant, et ça évite de se décourager quand on a l'impression de stagner. Exactement. Et n'oublie pas, la progression en langue n'est jamais linéaire. Parfois, tu sens que tu avances vite. Parfois, tu as l'impression que tout stagne. Mais ton cerveau continue de travailler. Même quand tu crois que tu n'apprends à rien, ton cerveau est en train de consolider. C'est très rassurant ça. Et tu nous conseilles de faire confiance au processus? Oui. Continue à t'exposer à la langue. Continue à penser en français un peu chaque jour. Sois patient. Et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Parce que c'est ça, la clé d'un apprentissage durable. Merci Claire pour cette mise au point essentielle. Tu nous montres que le progrès, ce n'est pas un miracle. C'est un chemin avec des signes, des sensations, des petits succès. Et dans la prochaine partie, je crois qu'on va parler de l'aspect émotionnel, non? Oui, parce que penser dans une autre langue, ce n'est pas qu'un exercice intellectuel, c'est aussi une aventure intérieure. Et parfois, des blocages émotionnels nous empêchent d'avancer. Alors, on va voir comment les comprendre et les dépasser. Claire, jusque-là, on a beaucoup parlé des stratégies, de la pratique, des signes de progrès. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qu'on aborde rarement, les émotions dans l'apprentissage d'une langue. Parce que parfois, ce n'est pas une question de grammaire ou de vocabulaire, mais plutôt de blocage intérieur, tu es d'accord? Oh oui, totalement. En fait, c'est souvent le cœur du problème, même si on pense que c'est une difficulté linguistique. Beaucoup de personnes croient qu'elles n'arrivent pas à parler français parce qu'elles manquent de mots ou de conjugaisons, alors qu'en réalité, elles ont peur. Peur de se tromper, peur de paraître ridicule, peur de ne pas être comprises. Donc tu dirais que ces peurs bloquent le cerveau? Exactement. C'est ce qu'on appelle un blocage émotionnel. Quand on ressent une forte émotion négative, stress, honte, frustration, notre cerveau active une sorte d'alarme. Et cette alarme empêche l'accès aux ressources linguistiques qu'on possède. On connaît les mots, on a étudié, on a écouté, mais tout se fige. On panique. Et le mot ne vient plus. C'est comme un écran noir dans la tête. Oui. Et c'est très courant, Thomas. Surtout chez les personnes qui apprennent une langue adulte. Parce qu'on a cette pression de bien faire, de ne pas faire d'erreur. Chez les enfants, il n'y a pas cette peur du jugement. Ils se lancent, ils s'amusent. Les adultes, eux, veulent réussir. Et cette exigence crée un blocage. Alors comment on fait pour diminuer ce stress, ou même le transformer? Bonne question. Il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut reconnaître ses émotions. Beaucoup de gens essaient de les ignorer, de faire comme si de rien n'était. Mais non, il faut les accueillir. Tu peux te dire: ok, je ressens de la peur. J'ai peur de me tromper. C'est normal, c'est humain. Juste ce petit moment de reconnaissance, ça détend. Tu ne luttes plus contre toi-même. C'est un peu comme si on donnait la permission d'avoir peur? Exactement. Et tu sais quoi? Quand tu acceptes ta peur, elle devient plus petite. Ensuite, deuxième étape, changer ton regard sur l'erreur. Beaucoup de gens pensent que se tromper, c'est échouer. Mais dans l'apprentissage, se tromper, c'est apprendre. Chaque faute est une opportunité de progresser. Mais ce n'est pas facile de se dire ça quand on est en plein malaise. C'est vrai. C'est pour ça que je conseille de créer un environnement bienveillant. Parle avec des personnes qui te soutiennent. Évite les jugements. Et surtout, commence avec des situations où le niveau émotionnel est faible. Par exemple, parler seul, écrire un journal intime, enregistrer sa voix. Tu pratiques, tu t'exprimes. Mais il n'y a pas de pression sociale. Donc tu proposes d'abord de renforcer la confiance intérieure avant d'aller vers les autres? Oui, tout à fait. Et une fois que tu es plus en confiance,
tu peux aller petit à petit vers des interactions réelles, en choisissant des personnes positives. Parce que parfois, les blocages viennent aussi d'expériences passées. Un prof trop dur, une moquerie, une situation d'humiliation. Oui, certaines personnes gardent un souvenir très fort d'un moment où elles ont été corrigées sèchement ou rabaissées. Et ça reste dans le corps. Le cerveau associe parler en français avec danger. Il faut donc rééduquer cette association petit à petit en vivant des expériences positives. Un échange sympa, un compliment, une phrase comprise. Chaque bon moment vient réécrire l'histoire. C'est très puissant ce que tu dis. Finalement, apprendre à penser en français, c'est aussi réparer sa relation avec soi-même. Oui, je dirais même que c'est une transformation personnelle. Tu apprends une langue, bien sûr, mais tu apprends aussi à te faire confiance, à t'exprimer, à te libérer. C'est pour ça que c'est si émotionnel. Et souvent, quand une personne ose parler malgré sa peur, elle ressort fière, et ça change tout. Donc le vrai courage, ce n'est pas de parler parfaitement, mais de parler malgré la peur. Exactement. Et plus tu le fais, plus cette peur diminue. Elle ne disparaît peut-être jamais totalement, et ce n'est pas grave, mais elle devient gérable. Tu apprends à respirer, à te dire « je fais de mon mieux ». J'ai le droit de me tromper. J'avance. Est-ce que tu as des outils concrets à proposer aux personnes qui sentent un blocage émotionnel? Oui. En voici quelques-uns. La respiration consciente. Avant de parler, respire lentement pendant 10 secondes. Cela calme ton système nerveux. Les affirmations positives, dis-toi chaque matin. Je progresse chaque jour. Je suis capable. J'ai le droit d'apprendre. Le journal émotionnel. Écris ce que tu ressens en français, même avec des fautes. Ça libère énormément, la visualisation. Imagine-toi en train de parler avec confiance, dans une situation agréable. Le cerveau y croit, même si ce n'est pas encore réel. Le mini-challenge quotidien, chaque jour, un petit défi. Dire une phrase à un collègue, commenter une vidéo, parler dans le miroir. Le plus petit pas possible, mais fait avec fierté. Merci Claire, c'est très inspirant. Tu nous rappelles que la confiance n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Moi, c'est quelque chose qu'on construit. Oui. Et elle se construit avec des petits actes répétés, des mots doux envers soi-même et une bonne dose de patience. Parce que penser dans une autre langue, c'est aussi apprendre à être patient avec soi. Alors on respire, on se parle avec bienveillance et on avance. Un mot à la fois. Exactement, Thomas. Et dans la dernière partie, on va rassembler tout ce qu'on a vu et je te donnerai un plan concret pour continuer à entraîner ton cerveau à penser en français, chaque jour, à ton rythme. Claire, nous voilà à la dernière étape de notre voyage. On a exploré ensemble l'importance de penser en français, les habitudes quotidiennes, les signes de progrès, les blocages émotionnels, mais maintenant j'aimerais qu'on passe à l'action. Comment on crée un plan concret, personnalisé, pour vraiment entraîner son cerveau à penser en français au quotidien? Excellente question, Thomas. Et tu as raison, à un moment donné, il faut sortir de la théorie et mettre en place une vraie routine. Parce qu'un cerveau entraîné, c'est un cerveau exposé régulièrement à la langue, dans différents contextes, et surtout avec plaisir et régularité. Donc la première étape, c'est la régularité. Oui, mais pas n'importe comment. Il faut créer un plan réaliste, adapté à ton rythme de vie. Il ne sert à rien de se dire « je vais étudier 2 heures par jour » si tu ne peux en faire que 20 minutes. Mieux vaut faire peu, mais souvent que beaucoup, une fois par semaine. La consistance, c'est la clé. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme structure pour ce plan? Je propose toujours un plan en 3 piliers. Exposition passive, production active, connexion émotionnelle. Et dans chaque pilier, tu choisis des activités simples que tu peux adapter selon ton emploi du temps. On commence par le premier pilier, l'exposition passive. Oui, c'est tout ce que tu absorbes sans avoir besoin de répondre. Comme écouter un podcast, regarder une vidéo, lire un article. Ton cerveau est en mode réception, mais il s'imprègne. Et si tu fais ça tous les jours, même 10 minutes, tu crées une base solide. Tu as des suggestions concrètes? Bien sûr, en voici quelques-unes. Écouter un podcast en français pendant les trajets. Regarder une vidéo YouTube avec ou sans sous-titres. Lire un article ou un post Instagram en français. Suivre une série avec sous-titres français, pas en anglais. Et tu peux organiser ça comme un rituel. Par exemple, 7h30, podcast dans la salle de bain. 13h, 5 minutes de lecture pendant la pause déjeuner. 21h, un épisode de série en français. Ça rend la langue vivante, intégrée dans la journée. Exactement. Et ça permet de créer un bain de français. Ton cerveau va s'y habituer sans effort conscient. Et le deuxième pilier, la production active. Là, tu passes à l'action. Tu parles, tu écris, tu t'exprimes. Même si ce n'est pas parfait, tu entraînes ton cerveau à former des phrases, à structurer sa pensée en français. C'est fondamental pour penser dans la langue. Même parler tout seul. Oui,
Parler seul, c'est super utile. Tu peux te décrire ce que tu fais. Je prépare mon café. Il fait beau aujourd'hui. Je vais au travail. Ou bien tu tiens un journal oral. Chaque soir, tu racontes ta journée en français, dans ton téléphone. Pas besoin de le partager, mais le simple fait de formuler des idées, ça muscle ton cerveau. Et pour écrire? Pareil. Tu peux écrire chaque jour une petite phrase ou un paragraphe. Par exemple, un tweet en français. Une liste de choses à faire. Un résumé de ta journée. Une lettre à toi-même. Même 5 minutes, c'est déjà excellent. Et le troisième pilier? La connexion émotionnelle? Celui-là est essentiel, mais souvent négligé. Il faut que le français te touche, qu'il t'intéresse, qu'il te donne envie. Sinon, ton cerveau va bloquer. La langue doit te parler au cœur, pas seulement à l'intellect. Comment on crée cette connexion? En choisissant des contenus qui résonnent avec toi. Si tu adores les cours ou la cuisine, suis une chaîne de recettes françaises. Si tu aimes le développement personnel, trouve un podcast en français sur ce sujet. Le français devient alors un outil de plaisir, pas une corvée. Et tu peux aussi te connecter émotionnellement en intégrant tes souvenirs, tes émotions, dans la langue, par exemple, écrire sur ta journée, tes sentiments, tes souvenirs. En français. Donc il ne s'agit pas seulement d'apprendre des mots, mais de vivre la langue? Oui, apprendre une langue, c'est créer une nouvelle version de toi-même. Une version qui pense, rêve et ressent dans cette autre langue. Et c'est pour ça que la connexion émotionnelle est si importante. Est-ce que tu as un exemple de plan hebdomadaire avec ces 3 piliers? Bien sûr, voici un exemple simple et flexible, adapté à une personne qui a 30 minutes par jour, lundi à vendredi. 10 minutes, podcast ou vidéo, exposition passive. 10 minutes, parler seul ou écrire une phrase sur son journal, production active. 10 minutes, lire ou écouter un contenu qui me touche, connexion émotionnelle. Week-end, samedi, 30 minutes de série ou film en français. Écrire un petit bilan de la semaine. Dimanche, écoute d'un podcast inspirant. Planifier les thèmes de la semaine suivante. C'est clair, motivant et faisable. Oui, le plus important, c'est que ce soit simple. Un bon plan, c'est un plan que tu peux tenir sur la durée, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas le moral. Et si un jour tu ne fais rien, ce n'est pas grave. Tu reprends le lendemain. Donc pour résumer, on s'expose à la langue, on pratique un peu chaque jour et on crée une vraie relation avec le français. Comme avec un ami? Exactement. Et plus tu nourris cette relation, plus elle devient fluide, naturelle, vivante. Ton cerveau s'habitue, il se sent en sécurité, et peu à peu, il commence à penser en français, vraiment. Claire, un immense merci pour tous ces conseils. Tu nous as accompagnés pas à pas pendant ce podcast et je suis sûr que nos apprenants repartent avec envie, clarté et confiance. Merci à toi, Thomas. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, votre cerveau est capable. Il a juste besoin de régularité, bienveillance et un peu de magie quotidienne. Bonne route à tous. À très bientôt pour d'autres aventures linguistiques. Et d'ici là, continuez à penser, vivre et rêver en français.